Aujourd'hui, mon coup de cœur se porte sur un illustre marin de l'époque de la régence d'Alger. Il s'agit de Raïs Hamidou. D'après mes notes, c'est la rue où est né Raïs Hamidou. Nous sommes à la Basse Casbah, à côté de Djamah Ketchawa. C'est la rue du Soudan, ex-Zanqet Hassan Pacha. Il passa son enfance entre l'école coranique et la boutique de tailleur de son père, qui nourrissait l'espoir de le voir un jour prendre sa place. Turbulent et rêveur, il aimait écouter les aventures des Raïs, qui venaient dans la boutique de son père pour la confection de leurs riches habits d'apparat. Souvent, il s'échappait de la boutique pour descendre jusqu'au port, admirer les chebecs des corsaires. Il rêvait de liberté, il rêvait d'aventure. Quelquefois, il s'approchait des quais pour voir le retour d'un capitaine après une expédition, montant en fanfare vers le palais du Dey, suivi des captifs et des fabuleuses prises. Raïs Hamidou fait l'apprentissage du métier de marin dès l'âge de 10 ans. Il embarque comme mousse sous les ordres du Raïs Tchelabi. Il apprit le maniement du harpon d'abordage, du sabre et de la hache. À l'âge de 17 ans, il fut consacré matelot. À cette époque, la politique navale du Dey encourage systématiquement la guerre de course, car c'est par le produit de celle-ci qu'Alger prospère. L'histoire nous montre que la marine algérienne tient une place prépondérante dans la survie de la ville et prend naissance plusieurs siècles auparavant. Alors, il faut situer la marine algérienne dans le cadre d'une confrontation en Méditerranée entre l'impérialisme espagnol et la puissance montante des Ottomans. Les Ottomans accèdent en Méditerranée en occupant Constantinople en 1453 et de l'autre côté, les Espagnols, les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, chassent les derniers musulmans d'Espagne en 1492. Les Espagnols, pour, si vous voulez, stopper toute attaque des musulmans, occupent un certain nombre de points sur la côte nord-africaine, dont Ceuta, Melilla, Oran, Mers el-Kbir, Alger, Béjaïa, Ténès, Annaba, Tunis, Tripoli. Et donc, à partir de là, ils s'installent et sur Alger, essentiellement, ils occupent ce que nous appelons maintenant l'amirauté, le Peñón, où ils placent là 200 soldats. Et il y a dans Alger une partie des notables qui fait appel aux frères Barberousse, ce que l'on appelait les frères Barberousse, qui déjà étaient des marins audacieux, qui travaillaient pour le compte du sultan ottoman en Méditerranée orientale. Et quand ils s'installent à Alger, ils font venir près de 2000 janissaires, c'est-à-dire qu'ils demandent la protection de la Sublime Porte. Et à partir de ce moment-là, Alger devient le premier bastion qui fait face à l'impérialisme espagnol. Et c'est comme ça que Alger est attaqué en 1516, en 1518, en 1522, en 1541, qui est la grande, disons, la grande victoire sur Charles Quint,
hein, où Charles Quint arrive à perdre 25 000 hommes. Et à ce moment-là, Alger a cette réputation d'être invincible, d'être Alger al-Mahrousa, Alger l'a bien gardé. Et donc, à partir de ce moment-là, se développe, il y a un phénomène qui va se développer à Alger. Alger va prendre une importance incroyable dans le domaine de la marine. On apprenait le métier sur le tas. Il fallait faire preuve de courage et d'obéissance. La place devait être gagnée chaque jour. Notre héros reçut son premier commandement vers l'âge de 25 ans. Il devient Raïs al-Bahar et intègre ainsi le cercle très fermé de la Taïfa des Raïs, les seigneurs de la guerre navale. Ses qualités d'homme de mer lui ont valu les louanges du premier conservateur français, Albert de Voul. Son audace, acquise dès son jeune âge, et son sens tactique ont fait de lui un authentique démon de la mer. Ces qualités lui permirent de s'attaquer à des bateaux de guerre bien plus puissants que sa frégate. C'est ainsi qu'il s'empara d'une frégate de guerre portugaise. Et l'événement fut retentissant. Un beau jour du 28 mai 1802, il va rencontrer une frégate portugaise qui était pourtant plus grande et mieux armée que la sienne. Après un vif combat, il va réussir à faire prisonniers environ 300 Portugais, la plupart soldats, ainsi que le navire. L'affectation des Algériens ou Koulougli à des postes de commandement ne font pas l'unanimité de nos historiens. Pour certains, ils en étaient exclus. De 1516 à 1830, jamais on n'a permis à un Algérien de prendre les commandes d'un bateau. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas courageux. Pour d'autres, le pouvoir ne faisait pas de différence entre les autochtones et les Turcs de souche ou les convertis. Il y a beaucoup de raïs. Je peux citer Ali Bouzerri'i. Il a activé dans la course vers les années 1810-1820. Il y avait Mohamed El-Qadoussi, Fahs El-Qadous, près de Sidi Ben Wagnoun, ou Sidi Ben Aknoun actuellement. Il y avait même Saleh El-Djidjili. Comme nous sommes là en période de déclin, comme, si vous voulez, les commandants d'Alger, les Dey d'Alger, n'avaient plus cette force-là, alors ils ont permis, parce qu'on ne trouvait plus des corsaires de la trempe de Al-Jali ou de Mourad Raïs ou de Khaireddin Barberousse, et à ce moment-là, donc, on s'est rabattu sur ces jeunes comme Raïs Hamidou. Corsaire est fier de l'être. Autorisé par son souverain à courir contre tout navire ennemi, qu'il soit militaire ou autre. Ces prises sont déclarées légitimes par un tribunal spécial siégeant au port et appelé Wakil el-Khorj. Et dès que les corsaires arrivaient, ils voyaient un navire, il fallait qu'il se déclare comme étant soit ami, soit ennemi. S'il était ennemi, la course se faisait, c'est-à-dire que les corsaires allaient à l'abordage de ce navire. Et elle était déclarée de bonne prise. Parce que quand une prise n'était pas bonne, c'est-à-dire quand on ramenait la prise à Alger, le consul de la nation amie disait « Non, nous avons un traité ». Et on relâchait la prise. Le voilà, notre Raïs, notre héros, comme l'appelait Albert de Voul, premier conservateur de la ville d'Alger à l'époque coloniale, premier historien qui a écrit sur lui. Ses croisières foudroyantes, rapides et bonnes manœuvrières, lui permirent de s'approcher au plus près de l'ennemi, suivi de salves, de boulets, de mitrailles, pour un finish à l'abordage. Il s'agit d'attaques éclairs. Le Raïs lance ses hommes, torse nu, couverts de cicatrices horribles, le visage grimaçant, avec d'énormes moustaches, criant comme des bêtes affamées. Il faisait tout pour effrayer.
Vers 1796, un jour de forte houle, son chebec, qui lui avait été confié par le Dey, est fracassé sur les rochers dans le port de la Cale, à l'est d'Alger. Hamidou avait pris pourtant toutes les précautions possibles pour sauver le navire. Toutefois, il réussit à conserver au Pacha le vaillant équipage qui servait sous son commandement. Un tel incident aurait pu lui coûter la vie, car les Pachas ne toléraient pas les erreurs des Raïs. Pourtant, il n'était pas responsable de la perte de ce navire. Les chroniqueurs racontent qu'il a failli se faire trancher la tête lors de son entrevue avec son souverain. Néanmoins, il réussit à expliquer à son pacha que le mouillage n'était pas sûr et que l'erreur provenait d'un mauvais marquage sur les cartes marines. Le Qobtan en fut quitte et le pacha, fin connaisseur des affaires navales, en raison de son passé de marin, daigna lui pardonner. La célébrité de Raïs Hamidou n'est pas seulement due aux exploits, mais il était en grande partie dû à sa personnalité singulière. Il avait de l'allure, une prestance, il dégageait une force tranquille. Une de ses connaissances, la fille du consul britannique, le décrivait ainsi. C'était un capitaine d'une rare élégance, l'un des plus bels hommes que j'ai jamais eu à rencontrer de ma vie. Il était aussi courageux que les lions de son pays. Mais sa dernière croisière, au large du détroit de Gibraltar, à hauteur du cap de Gatt, lui fut fatale. Un escadron américain composé de 9 vaisseaux et commandé par Stéphane Decatur s'approcha de la frégate du Raïs par l'ouest. Le plus rapide d'entre eux, la guerrière, engagea le combat. C'est un navire qui était doté d'un matériel moderne et tout neuf. Ses bordées de canons détruisirent le pont arrière de la frégate et un boulet de 42 livres atteignit notre capitaine de plein fouet et le tua sur le coup. Il se tenait debout sur son poste de commandement. C'est son second qui enveloppa son corps dans une voile et le confia à la mer selon les ordres donnés auparavant par Hamidou. Il perd la vie face à une escadre américaine, c'est-à-dire que ce n'est pas à ce moment-là du corps à corps, ce n'est pas un bâtiment contre un bâtiment, mais c'est plusieurs bâtiments qui ont eu raison de lui. Personnage à la fois mythique et historique, le Raïs donna certainement un éclat à la flotte algérienne en cette période de déclin, et sa mort précipita la fin de la course dans la région, forçant ainsi le Dey à signer des traités de paix en faveur des belligérants et capitulant devant cette nouvelle puissance entrée en Méditerranée, les États-Unis d'Amérique. Mais si le Raïs a été rendu à la mer, son aura, tout comme sa légende, n'est pas tombée dans l'oubli, loin s'en faut. Le flambeau est passé aux générations suivantes jusqu'à nos jours. Les forces navales nationales, qui en sont conscientes, s'attachent à perpétuer son héroïsme. Des vedettes militaires, des opérations navales conjointes, des sorties de promotion, où le village sur la banlieue ouest d'Alger porte désormais son nom. C'est ainsi que se termine notre reportage. Nous avons réussi à remonter un héros algérien du passé. Et on espère que ça vous a plu. En attendant, on se revoit la prochaine fois. قرصاني غنم قرصاني غنم جاب علجات خواص من حوز مالطا الكل عازبات سلموك يا قدات قرصاني علم قرصاني علم فوق يمين مالي معلم باشطة مصنوع من الوريق